Bienvenue dans Point Doc. De plus en plus de personnes se tournent vers l'hypnose pour perdre du poids, arrêter de fumer ou vaincre leur phobie. Mais cette technique ancestrale peut-elle véritablement changer nos vies? Réponse en plateau après le film avec 4 Belges adeptes de l'hypnose sous des formes bien différentes. On pourrait soigner l'impuissance sans Viagra, c'est ça? Comment ça fonctionne finalement? Oui, bien sûr. Oui, on peut Non, j'ai fait ça une fois. Lutter contre ses angoisses, vaincre l'impuissance, retrouver la mémoire, l'hypnose, miracle ou mirage? L'avantage, c'est qu'on peut guérir, on peut reconstruire, réparer en fait ce qui a été blessé dans le cerveau émotionnel. Pour commencer, voici spécialement pour Pix Plus le documentaire Can Hypnosis Fix Your Life? Nous sommes de retour sur le plateau de Point Doc, 4 adeptes de l'hypnose autour de la table ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir. Alors Karima Meliani, vous êtes psychologue et psychothérapeute systémique. Vous avez fondé Hypnosanté, un centre dans le Brabant wallon. Vous dites que la découverte de l'hypnose a été une révélation pour vous? Oui, clairement. Ça fait 25 ans maintenant que je pratique et je donne des formations depuis 8 ans. Et oui, je suis une vraie passionnée de l'hypnose. Maintenant, j'expliquerai dans quel cadre moi je l'utilise comme un outil, en fait, comme un outil thérapeutique. Elle ne remplace pas la psychothérapie, mais véritablement, j'ai développé une passion pour l'hypnose. Éléonore Amakers, vous êtes institutrice et hypnothérapeute. Une de vos spécialités, ce sont des formations d'hypnose à distance. Donc, où ça fonctionne aussi bien par ordinateur? Ça fonctionne aussi. Après, je fais aussi en présentiel. Je forme autant en distanciel qu'en présentiel. Et ça fonctionne de la même manière? L'outil sera différent. On va montrer plus des vidéos. Ça va être plus des vidéos préenregistrées si c'est en visio. D'accord. Sinon, en présentiel, c'est tout aussi intéressant. Et vous faites aussi ce qu'on appelle de l'hypnose de spectacle? C'est ça. C'est quoi la différence? Ça dépend. On peut faire de l'hypnose de spectacle avec des enfants et s'amuser, faire plus de l'hypnose ludique, bienveillante avec des enfants aussi. Mais quand on est dans une séance thérapeutique, on va faire un travail derrière qui va vers la demande recherchée. Donc, soit travailler sur une phobie, soit, je ne sais pas moi, par exemple, la motivation scolaire ou un tas de choses, le deuil. Enfin, il y a beaucoup de thèmes pour les enfants, même pour les adolescents, enfin pour tout le monde, quoi. Éric Merlot, vous êtes hypnothérapeute et neuropsychiatre. Vous enseignez l'hypnose à Bruxelles et à Paris, mais vous êtes aussi expert en hypnose auprès des tribunaux. Pouvez-vous nous expliquer? Ah oui, lors de l'affaire Dutroux, là, j'ai été réquisitionné pour interroger une témoin qui avait été victime, en fait, et qui souffrait beaucoup trop quand elle racontait ce qu'elle avait vécu. Et l'hypnose lui a permis non seulement de ne plus souffrir pendant les interrogatoires, mais en plus d'apporter plus de détails, puisqu'en hypnose, on peut retrouver plus de détails dans la mémoire. François Mesdac, vous êtes docteur au service d'anesthésiologie des cliniques universitaires Saint-Luc. Vous utilisez l'hypnose pour lutter contre les douleurs chroniques, mais aussi lors d'opérations chirurgicales. On parle de quel genre d'intervention? On peut le faire sur plusieurs types de chirurgies. La majorité, c'est des chirurgies des tissus mous. Chez nous, c'est majoritairement tout ce qui est thyroïdectomie, chirurgie de la thyroïde ou chirurgie pour les cancers du sein. On peut le faire aussi pour les chirurgies de cure de hernie ou bien de cataracte. Et il y a quand même une anesthésie locale, j'imagine? On accompagne avec une anesthésie locale et on utilise également un médicament pour permettre d'approfondir la transe hypnotique pendant l'intervention. Donc l'idée, c'est d'éviter au maximum l'anesthésie générale? Le but, c'est de ne pas donner de médicaments d'anesthésie générale. Et quels sont les avantages? Les patients ont très peu de nausées, vomissements, ils récupèrent plus rapidement. Donc les effets secondaires sont moindres? Il y a peu d'effets secondaires liés à l'hypnose. Donc les patients récupèrent plus vite, ils peuvent remonter tout de suite en chambre, manger, boire. Ils sont moins fatigués, il y a une propension à avoir moins de douleurs et moins de complications après l'intervention. Est-ce que ça arrive que des patients se réveillent? J'imagine que c'est la peur de pas mal de monde. Se réveillent de quoi? Pendant l'opération, par exemple? Pendant l'hypnose, c'est un état qui est instable. Et donc, on fait en sorte qu'il reste stable la majorité du temps. Mais les patients vont faire des allers-retours entre l'état d'hypnose, là où ils sont bien, et revenir pendant l'intervention, on va dire. Mais la majorité du temps, en fait, ils se rendent juste compte que ça se passe bien et ils retournent là-bas. Et il n'y a pas de risque de rester bloqué dans l'hypnose? Non, le but, c'est vraiment de les accompagner et qu'une fois que ça se termine, on les refait revenir complètement dans leur état d'éveil classique et qu'ils reviennent dans la salle d'intervention.
On va continuer de parler d'hypnose thérapeutique avec le traitement de certaines addictions. On parle beaucoup de tabac, bien sûr. Ce serait même une des utilisations de l'hypnose les plus répandues dans le monde. Ça marche vraiment pour arrêter de fumer? Oui, c'est une de mes spécialités. Donc, ça fait près de 40 ans là, que je fais évoluer un traitement en groupe. Donc, il y a une séance individuelle, il y a 5 séances de groupe qui durent 2 heures. Et on a des taux de réussite extraordinaires. Au bout d'un an, quand on fait les statistiques, on est entre 80 et 85% de réussite. C'est énorme. Et ça, sans prise de poids et sans être plus nerveux, au contraire. Les gens sont plus sereins après quelques jours. Donc ça marche vraiment très bien, pour toutes les addictions d'ailleurs. Mais pour le tabac et le cannabis, je le fais en groupe. Pour les autres addictions, on le fait en individuel. Il y a aussi des problèmes plus profonds, si je puis dire, qui sont traités comme, j'ai vu, les crises d'angoisse ou les phobies. On travaille de la même façon, ou bien il faut aller chercher plus loin parfois? Alors, parfois, effectivement, on peut travailler sur des choses qui auraient été à l'origine d'une phobie, par exemple. Mais c'est plutôt dans les traumas qu'on fait ça. Mais parfois, effectivement, on doit trouver la cause. Mais souvent, on n'a pas besoin de trouver la cause d'une phobie ou des crises d'angoisse pour les traiter. On traite les symptômes. Karima, c'est ce que vous faites aussi? Alors, oui, moi, je n'ai pas exactement la même approche. Pour moi, effectivement, un peu comme dans la médecine, l'hypnose peut être un médicament, quelque chose qu'on prend et qui va très vite calmer une crise d'angoisse. Ça fonctionne très, très rapidement. Ça, je suis entièrement d'accord avec mon collègue. Mais du coup, ça risque d'être trop léger. Pour plusieurs choses. D'abord parce que peut-être que certaines crises d'angoisse vont pouvoir cacher une pathologie plus lourde. Là, je parle d'une pathologie du côté psychologique, du côté psychiatrique, psychopathologie. Aussi, certaines crises d'angoisse, et je dirais pas rarement, dans mon cas, je constate quand même que régulièrement, derrière le symptôme, il y a tout un monde à découvrir, il y a tout un schéma à retravailler. Je donne un exemple, j'ai une patiente qui vient pour des difficultés à s'endormir avec des ruminations. Je lui propose d'abord évidemment de travailler sur l'urgence, c'est-à-dire l'aider à dormir. C'est comme donner un médicament et ça fonctionne très très vite. Mais ensuite, quand on a fait ça et qu'on va un peu plus loin, c'est tout le domaine de la psychologie. En fait, c'est aller de plus en plus bas, de couche en couche, à aller révéler en fait ce qui fait que ces ruminations sont là, ces schémas de fonctionnement ou de dysfonctionnement sont là, parfois depuis très très longtemps. Donc voilà, moi j'ai quand même toujours besoin de garder ce cadre où je vais travailler profondément par la psychothérapie et où l'hypnose va être un outil au service de la psychothérapie plus large. Et le c'est ce que vous remarquez aussi? Alors, souvent avec les enfants, je vais parler plus des enfants dans ce cas-ci, j'utilise moi une hypnose qui est intégrative, donc je vais utiliser plusieurs outils. Ça fonctionne très bien. Quand c'est quelque chose, une phobie des araignées, ça fonctionne très bien. Quand il y a une phobie scolaire, il faut voir. Parfois, effectivement, je rejoins Karima, il y a un travail plus en accompagnement à faire, et donc on arrive plus dans de l'accompagnement. Donc on aura besoin de plusieurs séances pour travailler, mais tout dépend de la problématique. Si c'est une phobie d'araignée, je pense qu'en une fois ou deux, on peut tout à fait avoir réglé la problématique. Par contre, il y a d'autres choses où il faudra plus de séances quand même. J'ai vu aussi que les troubles sexuels pourraient aussi être soignés via l'hypnose. On peut, par exemple, imaginer qu'on pourrait soigner l'impuissance sans Viagra, c'est ça? Comment ça fonctionne finalement? Oui, bien sûr. Oui, on peut j'ai fait travailler ça sur une fois. les problèmes d'inhibition du désir, les problèmes aussi d'expression du désir. D'accord. Donc oui, autant chez l'homme que chez la femme. Et comment ça fonctionne? Alors, l'état hypnotique est en fait un état où le corps et l'esprit peuvent être en tout cas en unité complète. Or, pour l'activité sexuelle, c'est effectivement super important. On ne peut pas être dans sa tête en train de penser à ses problèmes de boulot. Et donc, déjà, on ressent mieux, donc l'esprit ressent mieux les sensations du corps. On peut même les augmenter. Et puis, l'esprit peut aussi donner, pas des ordres, mais des suggestions pour que le corps puisse vivre ce qu'il a envie de vivre. Donc, c'est vraiment un état privilégié. Ouais. Vous l'avez déjà fait, du coup, vous disiez, Eleonore? Ah oui, moi, j'ai eu un monsieur qui est venu parce qu'il y avait justement un problème ça marchait plus très bien au lit, alors qu'ils s'entendaient très, très bien. Ils avaient une très belle relation, donc il est vraiment venu pour traiter ça. Et j'ai travaillé un ancrage, comme on dit, en hypnose, enfin, même en PNL. Travaillé un ancrage pour qu'il puisse revenir dans une envie, comme un désir, pour qu'il se reconnecte au désir.
Et effectivement, l'hypnose, c'est de la suggestion, donc mettre des suggestions d'envie, de connexion, d'amour. Et ça l'a fort aidé. Enfin, après, il n'est plus venu. Il est venu quelques fois. Il est venu 3 ou 4 fois. Et après, c'était complètement réglé. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ou c'est encore un sujet qui reste tabou ? Ah non, il y a vraiment de plus en plus de demandes par rapport à l'hypnose. Enfin, après, de nouveau, l'hypnose, pour l'hypnose, il y a énormément de demandes. Moi, j'ai un centre thérapeutique où je travaille avec pas mal de thérapeutes qui sont hypnothérapeutes et qui travaillent principalement avec l'hypnose. Moi, mon cadre étant différent, je ne prends pas les demandes d'hypnose pour l'hypnose. Vous avez compris, j'aime bien travailler sur les causes psychologiques, enfin voilà, sur tout ce qui est systémique dans le travail. Mais effectivement, il y a des personnes qui viennent pour des demandes spécifiquement liées à l'hypnose et où ça peut très très bien fonctionner si le cadre du thérapeute est celui-là, si le thérapeute est OK de travailler avec vraiment des outils uniquement hypnose. On a énormément de demandes. François, dans les hôpitaux, c'est de plus en plus répandu ? C'est de plus en plus répandu. On peut le retrouver dans pas mal de services et on l'utilise soit au bloc opératoire, on peut l'utiliser en consultation pour aussi les accompagnements pour les accouchements. On fait ça aussi chez nous assez souvent. Oui. Pour éviter la péridurale ? Pas forcément pour l'éviter, mais ça permet de mieux vivre le travail pour les patientes, qu'elles aient une péridurale ou pas, et quand elles n'en ont pas, ça les aide vraiment. Et comment on peut savoir si on peut avoir accès à ce genre de service ? Comment on peut faire la demande ? On peut se renseigner auprès des personnes que vous rencontrez quand vous entrez dans un hôpital, voir si c'est quelque chose qui est proposé ou pas. Ok. Alors effectivement, l'hypnose est souvent présentée comme un remède miracle, comme dans ce premier extrait du documentaire. I've done about 40,000 sessions with celebrities, rock stars and royalty. Hypnotherapy is a fantastic method to use. So I'm always in constant motion of using that hypnotherapy method in my own way. Hypnosis has been almost like a secret of the rich and the famous. If those people have been using hypnosis for years, why haven't we all? Ali Campbell, ce thérapeute britannique qu'on voit dans le film, prétend qu'il y a un vrai engouement pour l'hypnose chez les élites. Est-ce que vous faites le même constat ? Je connais peu d'élites, personnellement. Je connais effectivement des élites sportives, mais aussi dans le monde de l'art et dans le monde de la politique. Et effectivement, oui, de plus en plus recours à nos services. Et est-ce que c'est lié à la récente période New Age ou bien ça a toujours été le cas finalement ? Ça fait quand même, moi, ça fait 40 ans que j'ai découvert l'hypnose. C'est de plus en plus, de plus en plus fréquent. Ouais. On sait aussi, malheureusement, que les séances sont assez chères. Est-ce qu'elles sont parfois remboursées ? Ça dépend dans quel cadre, de nouveau. En tant que psychologue, oui, il y a des remboursements des séances, mais dans le cadre des consultations psychologiques ou dans le cadre des consultations conventionnées par l'INAMI. En fait, certaines mutuelles le spécifient. Et puis pour d'autres, il suffit de dire qu'on fait de la psychothérapie, parce que l'hypnose est la mère de toutes les psychothérapies et même de l'EMDR dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est effectivement, nous en tant que psychiatres, on met un code de psychothérapie et il y a un remboursement de 73 € quand même. Donc par exemple, des séances d'hypnose pour arrêter le tabac, par exemple, ce n'est pas pris en charge ? Si, la séance individuelle est prise en charge, mais pas les séances de groupe. C'est vrai. Et est-ce que c'est remboursé à l'hôpital aussi pour les anesthésies ? Ça rentre dans le cadre du séjour hospitalier. Ok. Donc c'est quand même remboursé et pris en charge. C'est des bonnes nouvelles à donner aux auditeurs, en tout cas. Mais peut-être pas parce que moi, comme je ne suis pas psychologue, je ne pense pas que ce soit remboursé. Donc il faut, je pense, avoir le titre de psychologue ou de médecin pour pouvoir être remboursé. Donc c'est aussi un choix au départ. À mon avis, certaines personnes vont s'orienter vers un médecin pour avoir des remboursements ou pas, mais ça va dépendre un petit peu. Ouais, moi, je sais que mes séances ne sont pas remboursées. On va maintenant regarder un autre extrait du documentaire. Il s'agit de Chris qui vit de terribles explosions de colère qui ruinent sa santé mentale. Il consulte des médecins depuis 20 ans et il se résout à essayer l'hypnose. Oh, it's crazy. You can't wrap your head around it. I mean, even now, because even though I've been in the process, I still can't understand how what Ali has just been doing inside has stopped me from how I'm feeling. How I was feeling inside of me. I just still can't quite make the connection, but having said that, I don't need to. I don't need to. As long as it works, that's what I care about.
Alors Chris dit en gros, je sais pas trop ce qu'il m'a fait, mais ça marche, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est ça l'hypnose ou il faut être quand même un minimum conscient du processus? En fait, tout est possible. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'approche de l'hypnose quand on est psychologue ou psychothérapeute ou psychiatre, c'est qu'en fait, on peut respecter la demande du patient. Donc on a un patient qui vient avec un problème, qui dit « moi, je veux rien savoir de mon passé », c'est possible de l'aider. Par contre, quelqu'un qui nous dit ben voilà, je sens que j'ai vécu des traumas, il y a ceci qui ne fonctionne pas, alors on peut faire de l'exploration hypnotique et aller jusque dans la mémoire inconsciente pour trouver effectivement un traumatisme, par exemple, ou un choc émotionnel. Et l'avantage, c'est qu'on peut guérir, on peut reconstruire, réparer en fait ce qui a été blessé dans le cerveau émotionnel. Et la personne revit après ça. C'est pour moi d'ailleurs le plus gratifiant dans mon métier, hein, c'est de traiter des gens qui ont été traumatisés et de voir comment tous les symptômes, puis leur bonheur est enfin vivable, quoi. Je vous vois réagir, Karima, vous êtes d'accord? Oui, oui, vraiment, en fait. Mais j'étais du coup en train de réfléchir effectivement à ce moment-là à la distinction que moi je fais entre l'hypnose médicament et l'hypnose d'exploration thérapeutique. Ça peut se faire effectivement en hypnose. Cette exploration thérapeutique. Mais alors, ça ne va pas être une hypnose qui va être directement sur le symptôme. Ça va être une hypnose qui va aller traiter les origines, en fait, de la difficulté et retravailler sur le fond de l'origine. Et ça prend du temps. Moi, je tiens à garder toute cette place que l'hypnose peut avoir dans l'accompagnement des individus, mais pas en tant que baguette magique. Ça ne se fait pas en une séance, ça ne se fait pas en 2 séances. L'hypnose n'est pas utilisée que pour soigner, puisqu'elle peut aussi servir à améliorer ses performances. On parle de Tiger Woods, de Novak Djokovic, c'est des très très grands noms dans le sport. C'est vrai que de plus en plus de sportifs l'utilisent en compétition? Oui, tout à fait, de plus en plus. Et comment on l'explique? Parce qu'en fait, quand on est dans un état hypnotique, on est dans un fonctionnement cérébral privilégié. Donc on peut arriver à des niveaux d'hyperconcentration tels que du coup, il n'y a aucun stress de la vie quotidienne. On peut effectivement se protéger de tous les stress qui viennent inhiber les performances sportives. Donc on arrive ainsi à des taux de performance énormes. Et j'ai pourtant lu qu'ils sont encore peu nombreux à avouer l'utiliser parce que ça ne ferait pas sérieux. Est-ce que l'hypnose souffre encore d'une mauvaise image? Malheureusement, oui, parfois, à cause des spectacles d'hypnose d'ailleurs, à cause de Mesmer. Mesmer donne une très très mauvaise image de l'hypnose. On a l'impression que les patients sous hypnose sont des pantins qui obéissent à une série d'ordres, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Nous, en tant qu'hypnothérapeute, on aide le patient à aller dans son intérêt et pas dans l'intérêt de Mesmer qui, effectivement, a intérêt à se faire beaucoup de pognon sur des Kobe. Donc, c'est complètement différent. En fait, l'être humain en état hypnotique dans un cabinet d'hypnothérapie, il est sujet. Il vit, en fait, ce qu'il a à vivre et on l'aide à aller plus loin pour trouver ses solutions. C'est ça, en fait, le fonctionnement. Et du coup, c'est complètement différent. Karima. Après, pour moi, de nouveau, ce n'est pas lié à la forme d'hypnose. Je pense que, moi, j'adore les spectacles d'hypnose, je suis très bon public et voilà, ça me permet de m'amuser. Je crois que quand on a envie de pratiquer l'hypnose de rue ou de spectacle, ça permet aussi de se décoincer, hein, quand on apprend l'hypnose, de se décomplexer, d'aller rencontrer plein de types de personnes. Ce n'est pas la forme d'hypnose qui peut être éthique ou pas éthique. Je crois que c'est plutôt l'attitude de l'hypno, qu'il soit spectacle ou qu'il soit thérapie. Parce que je veux dire, les scandales qu'on entend ne sont pas liés qu'au spectacle. Hein. Effectivement, il y a des trucs que Mesmer fait qui sont pas tout à fait corrects, ou en tout cas pas du tout corrects. Pas éthique du tout. Et pas du tout. Et puis ça fait peur aux gens. Et puis d'autres. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit, si j'avais vu le spectacle de Mesmer avant de faire ma thérapie, donc elle est venue parce qu'elle avait des problèmes d'excès de poids et de boulimie, elle m'a dit, mais vous m'avez guéri de ça, mais si j'avais vu un spectacle de Mesmer avant, jamais je serais venue vous voir. Mais je suis d'accord. Parce qu'il donne peur de l'hypnose. Mais ça, je suis d'accord. Mais les gens ont encore, parce qu'ils arrivent à faire la différence entre ce que Mesmer fait, c'est du spectacle, et nous, ce qu'on fait, c'est de la thérapie. Mais en fait, ils ont encore plus peur suite à des scandales comme Gérard Miller et d'autres qui, dans des cadres de thérapie, ont fait des choses qui sont absolument pas éthiques. Donc pour moi, on peut être éthique dans un lieu ou dans un autre. Et voilà, le manque d'éthique n'est pas lié au spectacle et l'éthique n'est pas malheureusement une condition
toujours présente en cabinet. Moi, je voudrais juste rebondir parce que je fais du spectacle et justement, c'est important pour moi que les gens qui vivent l'hypnose, on soit bienveillant avec eux. Ouais. Et si je n'aime pas qu'on se moque, par exemple, je déteste. Voilà. Il y a des choses. Alors, il est bon hypnotiseur, son spectacle a des très beaux moments, mais il y a eu des choses, par exemple, à un moment donné, il fait faire un puzzle d'un niveau de 2 ans à un adulte. Et c'est très humiliant. C'est une forme d'humiliation. C'est de l'humiliation. En public, en plus. Pour moi, c'est humiliant. Oui. Donc, suite à ça, je ne sais pas comment cette personne va le vivre. Donc, moi, dans mes spectacles, j'aime bien qu'on rit, mais pas comme ça. Je pense aussi que c'est une question d'humour, de ce qu'on veut mettre comme message aussi. Parce que dans mes spectacles, ce que j'aime bien mettre, c'est des ressources. Il y a toujours un moment où j'apporte des ressources aux personnes, autant celles qui sont sur scène que celles qui sont dans la salle. Et c'est là que je pense que c'est différent. Après, il y a plein de spectacles différents. On peut utiliser l'hypnose de spectacle pour faire passer un message. Ça reste de l'art. Pour moi, c'est une scène, donc c'est un lieu pour s'exprimer. Et j'aime bien l'idée que l'hypnose puisse aussi participer à cette transmission de certaines choses. Donc, en tout cas, moi, les spectacles celui que j'ai fait avec une dame, avec Selena, et celui que je suis en train de faire pour les enfants, ça n'a rien à voir avec ce que Mesmer fait. Parce que je ne veux pas, justement, qu'on se moque. Je veux que les enfants qui viendront vivre ce spectacle, parce qu'il est pour eux, ils ressortent avec un pouvoir intérieur et une envie vraiment d'aller vers tous leurs objectifs. Alors, est-ce que dans les hôpitaux aussi, il y a des gens qui remettent ça en doute, justement, la qualité de l'hypnose dans ce genre de service ? Des patients qui sont réfractaires, il y en a toujours. Maintenant, ça arrive qu'on a des patients qui ont vu des films où on utilisait de l'hypnose, mais du coup avec des finalités qui sont moins bienveillantes, ou bien les spectacles de Mesmer. Et finalement, le but, c'est de leur expliquer que même si on utilise le même outil, on ne l'utilise pas de la même façon, et on arrive quand même à les faire avoir leur intervention avec hypnose. Donc, ce n'est pas un souci. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'hypnose, même si c'est prouvé et qu'il y a des publications qui montrent son intérêt, son utilité et que ça fonctionne. Il y a encore des gens qui, sans remettre en cause que ça fonctionne ou pas, sont moins prêts à l'utiliser sans forcément la dénigrer. Alors, il y a d'autres capacités qu'on cherche à améliorer avec l'hypnose, c'est celle du cerveau. C'est visiblement une bonne méthode pour apprendre les langues ou devenir très bon en calcul mental. C'est vrai tout ça ? En fait, l'état hypnotique augmente tous les apprentissages. Donc, à partir du moment où on apprend l'auto-hypnose, nous, on donne des cours, par exemple, pour apprendre à gérer le stress ou pour différentes situations, ou prévention du burn-out, par exemple. Mais quand on apprend l'auto-hypnose, on a des outils. C'est comme quand on apprend à quelqu'un à pêcher. Maintenant, il sait pêcher des poissons. On n'a pas besoin de lui donner des poissons. Oui. Et donc, c'est un outil qu'on peut utiliser pour augmenter ses performances d'apprentissage, que ce soit pour un instrument de musique, pour une langue, pour un sport ou pour, effectivement, ce qu'on veut, en fait. Donc, le cerveau fonctionne de manière privilégiée en état hypnotique. Il est donc hyper concentré. Il y a d'ailleurs des étudiants qui, sans s'en rendre compte, étudient tellement facilement et bien parce qu'en fait, ils ont des capacités auto-hypnotiques naturelles supérieures à la moyenne et ils arrivent à rester concentrés sur leur étude. Donc, il faut d'abord apprendre. Donc, il faut apprendre à apprendre. Donc, moi, en séance, j'ai des parents qui viennent, qui me disent « Ah, j'aimerais que vous travailliez sur, justement, l'apprentissage de telle ou telle chose. » Donc, soit tu utilises le coaching, soit tu utilises l'hypnose. Mais l'hypnose est très forte pour ça, parce que, justement, s'il y a une procédure qu'il est bon d'apprendre, je vais lui mettre sous hypnose. Je vais lui dire comment apprendre. Et une fois qu'il a compris, après, pour apprendre, c'est très facile. Alors après, on peut apprendre des techniques d'auto-hypnose qui deviennent, alors du coup, un outil où il se met lui-même en hypnose. Et une fois qu'on est en auto-hypnose et qu'on sait se mettre soi-même en auto-hypnose, on a accès à nos ressources, soit par un ancrage, soit juste par le... Enfin, oui, c'est un ancrage de toute façon de se dire qu'on s'y met. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que moi, je pense vraiment que ce serait bien que ce soit autorisé dans les écoles.
Si on peut aller chercher des informations enfouies dans le cerveau, ça veut aussi dire qu'on pourrait récupérer des souvenirs oubliés. Pourtant, pour certains et certaines, il faut faire attention car des souvenirs pourraient aussi être fabriqués et passés pour des vrais. Éric, comment ça se passe dans les tribunaux, par exemple, à ce niveau-là? Alors, effectivement, c'est pour ça que c'est très très important de faire de l'hypnose sans suggestion dans les tribunaux. Hein. On le fait de moins en moins souvent, il faut le savoir. Moi, j'en fais plus d'ailleurs depuis un bon petit bout de temps. Hein. Mais donc, en fait, l'idéal, c'est d'arriver effectivement à un discours non suggestif. Et donc, il y a moyen ainsi d'avoir des éléments le plus objectifs possible. Maintenant, effectivement, la mémoire est en continuelle reconstruction. Donc, en fonction de ce qu'on vit, on modifie en fait le souvenir. Hein. Donc, il faut savoir que ce n'est pas des preuves, mais des indices. Donc, quand quelque chose revient sous hypnose, c'est aux enquêteurs, en fait, à faire la preuve que cet indice est une preuve. C'est en tout cas pas aux patients ou aux témoins à dire « voilà, j'ai vécu ça, c'est vrai ». Sous hypnose, on dira « ben non, faut vérifier ». Certains... En fait, pardon. Non, dites-moi. Je disais, les contenus qui reviennent sont effectivement des contenus qui peuvent être symboliques, en fait. Et donc, là, on parle... vous parliez de les suggestions qui pourraient amener un individu vers des faux souvenirs, mais il y a les suggestions de l'opérateur, mais il y a aussi des espèces d'auto-suggestions, en fait, de par le fait que symboliquement, notre esprit peut mettre en place des images qui symbolisent une réalité qui est une réalité psychique et non pas une réalité vécue, vraie. Je donne un exemple, un patient qui avait vu en hypnose dans une régression, on appelle une régression, c'est un moment de retour dans l'enfance, que son père l'étouffait avec un oreiller. Et ce patient, dans un premier temps, m'a demandé si je pensais que le souvenir était vrai. Donc, mon éthique professionnelle ne me permet pas de lui affirmer que le souvenir est vrai comme étant vraiment vécu. Par contre, dans la suite de la thérapie, il s'est rendu compte que ce souvenir venait symboliser une sorte d'étouffement psychique qu'il aurait vécu dans sa relation avec son père. Donc ce qui compte, en fait, c'est le sens du patient, le sens qu'il y met et sa vérité à lui, dans laquelle on va l'accompagner pour tirer quelque chose d'opérant et non pas de vrai avec un grand V. C'est ça qui est important pour moi dans l'accompagnement. Certains tentent même d'aller encore plus loin en faisant revivre des vies antérieures par l'hypnose. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un débat entre les hypnothérapeutes autour de cette... Alors moi, je le fais, donc je d'accord. peux en parler. Oui, complètement. Alors, je le fais de nouveau avec les mêmes précautions et les mêmes... Les souvenirs de cette vie-ci ne peuvent pas être considérés comme des souvenirs vrais. Les souvenirs d'une éventuelle vie antérieure ne sont pas non plus à considérer comme une vraie vérité. En tout cas, ce n'est pas à moi de venir dire quoi que ce soit de mes croyances à un patient pour pouvoir l'accompagner dans ce processus. Donc c'est aussi une question de croyance et d'éventualité toujours. Alors, il n'est pas nécessaire que la personne croie ou ne croit pas, et il n'est pas nécessaire, moi non plus, de croire ou de ne pas croire à la question de la réincarnation, par exemple. Il est juste intéressant de voir que c'est une expérience qui peut amener des contenus supplémentaires. Et cette expérience, avec les contenus symboliques qu'elle apporte, j'ai considéré vraiment, à travers pas mal de séances, qu'elle avait vraiment des contenus très intéressants et qui pouvaient débloquer parfois des choses aussi intéressantes. Mais elle ne remplace de nouveau pas ni un parcours thérapeutique, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas la réponse à toutes les difficultés psychiques des gens. Je comprends. Une grande différence aussi entre l'hypnose autonome et celle guidée, puisqu'on a parlé d'auto-hypnose plusieurs fois sur ce plateau, ça serait le rapport entre le thérapeute et son patient. Pour certains et certaines, il y a même une forme de domination. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah non. Donc justement, c'est ça la différence avec l'hypnose de spectacle, c'est qu'on ne fait pas du tout de domination. C'est le patient qui est le maître. C'est-à-dire qu'on collabore avec lui. L'hypnose, c'est vraiment une relation, effectivement, soit à deux, soit alors c'est un guide, comme moi je fais avec mes groupes de fumeurs, par exemple. Je guide des gens dans des métaphores, dans des histoires thérapeutiques qui vont leur permettre de guérir. Et donc, ils suivent effectivement des propositions, mais ils font ce qu'ils veulent avec ces propositions. Donc, on n'impose rien, on propose. Voilà. Et alors, dans les ateliers d'auto-hypnose, on leur apprend des techniques pour eux-mêmes découvrir qu'ils peuvent gérer une angoisse à domicile ou dans le tram ou n'importe où. Éléonore, vous confirmez?
Oui, je n'aime pas cette cette idée de manipuler, mais c'est quand même de la manipulation. Mais on va manipuler avec la main et tout dépend, je pense, à nouveau de notre éthique et de l'attitude et En fait, ça dépend du praticien. Ça dépend de l'intention de la personne. Donc, si on arrive et qu'on se croit grand maître et seigneur, ben oui, on va être dans quelque chose de très de la manipulation et de l'ordre et des injonctions. Mais voilà. Mais si on est dans quelque chose de je pense que ça dépend de l'intention au départ de l'hypnothérapeute. Un troisième extrait du documentaire, il s'agit d'une patiente qui souffre de douleurs chroniques à la jambe, mais pour qui les séances se sont moins bien passées malheureusement. She's just a GP to me, to be honest. And she's something with a positive mind. That might help herself, but it's not something for me, because I don't believe these things. It's a difficult case, that's all I would say about it. Partly because of the reinforcement, the time that it's been there, and the fact that she's on quite a few different medications. Do you think you want to see her? You just got to think about it? Well, I will think about it, but I don't think I will come back. Because I already, made my decision that this is not something suitable for me. Cette dame dit donc que l'hypnose ne fonctionne pas pour elle, que c'est peut-être bien pour les autres, mais qu'elle n'y croit pas. Ça arrive souvent ? Oui. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une motivation du patient. Ça reste un outil, c'est pas une baguette magique. Et à partir du moment où il y a un minimum de travail et une volonté de la part du patient de pouvoir avancer dans la gestion de sa douleur, ça aide. Maintenant, ça reste un outil pour apprendre à vivre avec la douleur. Karima, vous confirmez ? Oui, c'est ça, je dirais en tout cas pas spécialement d'y croire. Moi, je ne demande pas aux gens d'y croire. Quand ils me disent « je n'y crois pas », je leur dis que la question n'est pas de croire ou de ne pas croire à l'hypnose. Aujourd'hui, cet état est avéré, il est étudié, il est clairement délimité. La question est juste adhérer. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre cet état ? Et le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne fonctionne pas, ou pas tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre cet état avec moi ? Et donc, tout à l'heure, on parlait de pouvoir, et là aussi, je ne ferai pas non plus une distinction aussi claire entre le pouvoir, c'est dans le spectacle, et ce n'est pas dans le cabinet. C'est effectivement une belle intention, mais malheureusement, dans ma réalité, avec beaucoup de gens que je forme et que je vois autour de moi, il y a quand même cette notion parfois de pouvoir, y compris dans certains cabinets. Et une notion de verticalité ? Oui, et qui est problématique par rapport à l'aide aux patients. Je veux dire, pour moi, ce qui importe, c'est pas que je montre aux patients à quel point j'ai du pouvoir par mon hypnose, ni à quel point l'hypnose est quelque chose de waouh, plein de pouvoir. C'est que je lui montre quel est son pouvoir, en fait. Parce que l'hypnose est dans son cerveau. Moi, je ne suis que l'opérateur extérieur qui va faciliter, en fait, cet accès. En attendant, éventuellement, qu'il puisse retrouver lui-même le chemin, qu'il connaît d'ailleurs. Je veux dire, les gens savent se mettre en hypnose depuis toujours, en auto-hypnose. Mais donc, je n'ai aucun pouvoir. Et ça, j'insiste énormément là-dessus dans mon approche, parce que je souhaite qu'elle soit vraiment au centre du processus, la puissance du patient. C'est ça qui compte. La mienne n'a aucune importance. J'ai d'autres lieux pour m'occuper de mon pouvoir ou de mon ego. C'est pas ma place, cet endroit-là. Ça nous mène à notre... Souvent, en fait, le mot réceptif est un très mauvais mot. Parce qu'on pense alors, je suis réceptif à une technique active. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas une question de réceptivité, c'est une capacité à retrouver ses capacités d'auto-hypnose. Donc, on est actif sous hypnose. Mais si on va effectivement chercher de l'hypnose comme on va chercher un médicament ou comme on va se faire opérer, évidemment, on va être passif. Et là, on ne sera pas réceptif. Mais en réalité, ce n'est pas une question de réceptivité. C'est une question de pouvoir communiquer avec quelqu'un et d'accepter, d'explorer des capacités auto-hypnotiques qu'on a tous en soi. Ça fait partie du système d'adaptation de tous les êtres humains. C'est d'ailleurs les gens qui sont plus à l'aise avec leur faculté auto-hypnotique arrivent à s'adapter beaucoup mieux que les autres. Ça nous mène à notre dernier sujet de la soirée, les limites, voire les dérives de l'hypnose. Est-ce que c'est une technique qui est suffisamment encadrée en Belgique ou bien on peut pratiquer même sans avoir été formé ? Malheureusement, elle n'est pas du tout encadrée. Elle n'est pas encadrée. Il faut être formé, il faut avoir une formation sérieuse. Moi, ça fait
temps maintenant que je forme des hypnothérapeutes, des médecins, des psychologues. Et donc, c'est un parcours. Il y a 3 années de formation. On peut devenir expert si on fait une 4e année. Et c'est du présentiel, hein. Une vraie formation en hypnose, il faut être là. Il faut que le formateur voit le patient, le sujet, l'élève travailler. Donc, c'est important. Donc, légalement, on a besoin de ça pour pouvoir... Non, légalement, il n'y a Non. rien. Il n'y a rien qui encadre, malheureusement. Enfin, ceci dit, oui. C'est une question d'éthique personnelle. La psychothérapie... La loi dont on parlait tout à l'heure réserve en fait aux médecins la possibilité de faire de l'hypnose en tant que démarche diagnostique et thérapeutique. C'est donc une technique médicale que normalement que les médecins, selon la loi, pourraient pratiquer. Mais évidemment, heureusement que c'est ouvert aux psychologues et aux gens qui ont une bonne formation. Mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas médecin pourrait être attaqué alors qu'un médecin pas. Ou alors pour un mauvais usage de l'hypnose, quoi. Et justement, dans les hôpitaux, pour pratiquer l'hypnose, comment se passe la formation ? Ça dépend de la finalité. C'est encadré d'une certaine manière ? Il y a différentes façons de se former en fonction de ce que vous voulez en faire. Ça reste un outil. Et donc, celui qui veut se former pour utiliser l'hypnose dans le cadre de son travail, il va l'utiliser dans le cadre de son travail. Moi, je suis anesthésiste, je l'utilise à des fins d'anesthésie, gestion de la douleur. Je ne l'utilise pas à des fins psychothérapeutiques dans lesquelles je ne suis pas du tout spécialisé. Et donc, en fonction de la finalité qu'on cherche, on va chercher des formations pour la gestion de la douleur, pour la psychothérapie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les formations sont faites. Et donc, chacun cherche la formation en fonction de ce qu'il veut en faire. On a parlé de domination, de manipulation, de verticalité d'une certaine manière. Est-ce qu'il peut y avoir de la manipulation peut-être à l'extrême, comme dans une secte, par exemple ? Ça pourrait arriver ? Non. Normalement, les patients gardent leur... comment on dit leur libre arbitre. Ils vont garder leur libre arbitre. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui est contraire à sa propre éthique. Ouais. Après, je pense que dans beaucoup de sectes ou beaucoup de phénomènes d'emprise, le langage est utilisé pour l'emprise, et ce langage, c'est le point commun entre l'hypnose et le langage. C'est ça, c'est qu'on utilise nous aussi le langage dans un but d'amener une personne à entrer dans cet état et ensuite à pouvoir travailler avec elle dans cet état. Et le point commun, c'est ce langage. Il y a des langages manipulatoires. Et d'ailleurs, en tant qu'hypno, je reconnais quand même facilement les autres types de langage manipulatoire. Et dans les sectes, oui, clairement, c'est une certaine forme d'hypnose, si on veut l'appeler comme ça. Mais ce n'est pas l'hypnose que nous, on pratique, non. Mais il y en a certains même qui affirment soigner le cancer, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière cette forme de business, peut-être aussi ? C'est horrible. C'est horrible. Oui. Moi, je n'utilise jamais le mot soigner, par exemple. Parce que je ne suis pas médecin, parce que je ne veux pas utiliser. Donc, ils viennent, je les accompagne. Mais vraiment, j'ai enlevé ce mot de mon vocabulaire. Et soigner le cancer, oui, mais non, je ne suis pas médecin. Donc, on peut aider, on peut accompagner dans certaines... dans des étapes. On peut, par exemple, si quelqu'un venait avec un cancer, je ne vais pas le soigner du cancer du tout, mais je vais l'accompagner à un moment donné dans son deuil. Ça ne va pas du tout être cette démarche-là. Moi, je n'ai pas travaillé sur sa maladie, mais je vais l'accompagner dans tout ce qu'il pourrait ressentir, dans des angoisses qu'il pourrait ressentir. Mais souvent, ce genre de cas, je trouve que c'est très lourd et je vais plutôt reléguer à quelqu'un qui est médecin ou qui a d'autres... Je pense qu'il faut savoir s'écouter. On ne prend pas tout le monde. Il faut choisir en fonction de son domaine d'activité. Ouais. On a parlé de libre arbitre et François, vous disiez qu'on ne peut pas forcer un ou une patiente à entraver son éthique personnelle d'une certaine manière. Et pourtant, il y a malheureusement des cas de viol sous hypnose. Comment on l'explique alors ? Est-ce que c'est une question de manipulation ? Est-ce que c'est vraiment l'hypnose ? Oui, voilà, c'est de la manipulation. Des techniques de manipulation. Oui. C'est pas l'hypnose qui permet le viol, c'est la manipulation psychologique qui le permet. A priori, un patient avec hypnose, si on est dans un cadre bienveillant, si on se rapproche de lui et qu'il y a des contacts qui ne sont pas prévus, il va sortir d'hypnose. Ouais. Et donc, pendant une séance, je garde une distance parce que c'est prévu dans un cadre et que ce cadre, c'est je vous accompagne pour pouvoir aider à gérer les douleurs et il n'y a pas de contact qui est prévu. Donc, pas de contact, on ne fait pas. Sinon, il va sortir. Automatiquement ? Presque automatiquement, parce que pour lui, ça va être
c'est un agent non prévu qui surajoute à une séance hypnotique. Ouais. En fait, on a pu démontrer qu'on peut plus facilement manipuler un être humain dans une communication classique, dialectique, que lorsqu'il est en état hypnotique. Parce que quand il est en état hypnotique, il pense ce qu'il veut, en fait. Il est totalement libre dans sa tête, il ne doit pas répondre. Et donc, il échappe en bonne partie à toutes les manipulations. Donc, en état hypnotique, on est au contraire bien plus protégé que dans une relation duel classique. Comment on peut reconnaître un hypnotiseur qui serait mal intentionné? Est-ce qu'il y a des signes? Parce que même avec diplôme, etc., ça peut être quand même un hypnotiseur qui a des mauvaises intentions. Absolument. Je pense qu'un hypnotiseur fait son travail d'hypnotiseur, de thérapeute, et à aucun moment n'est censé, par exemple, toucher sans demander un accord de toucher. Mais ce serait, par exemple, un toucher d'épaule éventuellement pour apaiser, pour accompagner, pour approfondir, mais ça se demande en amont, ça s'appelle le consentement. Le consentement est demandé en amont. S'il y a le moindre désaccord à ce consentement, il n'y a aucune obligation à toucher un patient. Je veux dire, on peut approfondir sans toucher. Et si même le patient nous répond « oui », ça ne veut pas dire « oui », en fait. Donc on l'écoute. Et donc on dit, non, alors il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je vais même m'éloigner. Et si j'ai besoin de me rapprocher, même me rapprocher physiquement du patient, ça aussi, ça demande un consentement. Parce que la distance habituelle est de 2 mètres dans mon cabinet. Et si j'ai besoin de me rapprocher un petit peu, par exemple, pour faire des mouvements oculaires, je vais demander le consentement au patient. Et ainsi, durant toute la séance, il y a une demande de consentement sur vers où allons-nous. Parce que moi, je vais de nouveau un petit peu nuancer. Effectivement, on a notre inconscient qui nous protège d'aller trop loin. La plupart du temps. Je connais des situations de vol sous hypnose. J'en connais personnellement dans ma famille. On en voit d'ailleurs sur YouTube. Alors, on a parlé tout à l'heure de Mesmer. Il y a une séquence qui a fait beaucoup de bruit. C'est le Mesmer avec, je ne sais plus le nom de cet acteur, qui a été emmené de son lit à la place Jamal Fna à Marrakech, qui a fait un procès à Mesmer. Il était sous hypnose. Quand il s'est réveillé à la place de Marrakech, il était en abréaction. Abréaction, c'est une espèce d'affolement total. Donc, il n'était plus dans son libre arbitre? Non, je suis désolée pour moi. Le libre arbitre, oui, pas toujours. Il y a une partie des sujets en hypnose qui sont tellement hypnotisable que parfois le libre arbitre n'est pas... voilà. Maintenant, dans nos cabinets, évidemment, le travail est de respecter le libre arbitre, de demander le consentement, mais justement, toutes les affaires scandaleuses, ce sont des personnes qui n'ont pas respecté tout ça et qui... Toucher un patient, c'est non. Se rapprocher d'un patient sans demander, c'est non. Et donc voilà, sous hypnose... Même si je vois un sexologue, pourquoi faudrait-il qu'il me touche les jambes, par exemple? Il n'y a pas d'intérêt à ça. Absolument. D'accord? Oui, je crois que c'est très important si on va nous demander une hypnothérapie à un hypnothérapeute de savoir quelle est sa formation professionnelle, s'il en a une, quelle est sa formation à l'hypnose aussi. C'est très important, en fait, parce qu'il y a des gens qui font des formations, effectivement, en ligne, qui prennent 2 week-ends et puis qui se disent hypnothérapeutes. Donc là, c'est vraiment dangereux. C'est en tout cas un premier élément à vérifier. Oui. C'est un premier élément. Le plus important, c'est de vérifier qu'il y a un cadre autour de son utilisation. Donc la personne qui l'utilise, en dehors de sa formation d'hypnothérapeute, a une formation supplémentaire si vous voulez le voir dans un cadre médical, psychothérapeutique. Et bien justement, avant de nous quitter, on va terminer par une petite démonstration bien plus inoffensive que ça, puisqu'a priori, je ne tomberai pas. Démonstration proposée par vous, Eric. Oui. D'abord, est-ce que tout le monde est prêt à essayer? Qui va participer à cette démonstration? Ah, c'est pour tout le monde, donc c'est pas uniquement sur vous. Ah, mais moi, je rentre en moins de 2, donc... Alors, y va. Si vous voulez. Donc, vous écoutez simplement ce que je vous propose et vous expérimentez ce que vous ressentez. D'accord. Okay. Donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire quelque chose, vous observez ce qui se passe. Donc, vous collez vos 2 paumes de main, vous croisez les doigts à fond, vous recollez les paumes de main, voilà. Et vous pouvez écarter le plus possible les 2 index, voilà, magnifique. Et vous reliez ces 2 index, soit avec une ligne, soit avec une petite passerelle, si vous avez de l'imagination. Un beau petit pont.
Magnifique. Et vous fixez le centre de cette petite passerelle. Vous fixez bien le centre et vous observez effectivement cette sorte d'attirance qui s'installe, hein, qui est donc involontaire. C'est le premier mécanisme de l'hypnose, c'est que cette focalisation de votre attention va produire ce phénomène automatique. Vos deux doigts se rapprochent et progressivement, vous-même imaginez déjà la sensation que cela va produire. Mais vous avez quand même une petite surprise de cette sensation. Ça va être une sensation d'abord toute légère, toute agréable, voilà, qui vous fait sourire. Et cette sensation devient de plus en plus appuyée. Vous allez remarquer que vos deux doigts sont même en train de se coller. Vous pourriez même avoir l'illusion qu'ils sont en train de se souder. Très bien. Je remarque que vos paupières clignent un petit peu plus souvent déjà, c'est chouette. Ce sont des petits mouvements automatiques typiques de l'entrée en état hypnotique. Ce sont des petits mouvements qu'on vit aussi dans les phases oniriques de la nuit lorsqu'on commence à rêver. Et tandis que vous ressentez la pulpe de vos deux doigts, vous êtes capable de ressentir les pulsations de votre cœur dans la pulpe de vos doigts. Concentrez-vous sur ces sensations de votre cœur qui fonctionnent de façon totalement automatique. C'est vraiment rassurant de sentir que votre cœur est comme une horloge qui bat jour et nuit, nuit et jour, depuis que vous êtes un tout petit embryon d'ailleurs, bien avant que vos poumons ne respirent. Vos poumons respirent pour oxygéner ce cœur et vous vous sentez ainsi dans un état d'unité psychosomatique, hein, une unité qui se produit entre votre corps et votre esprit. Et c'est en faisant confiance ainsi en votre inconscient, en acceptant cette capacité à programmer un rêve que vous pouvez revenir dans cette pièce, dans ce studio, à votre rythme. C'est particulier de faire ça ici, en tout cas. C'est impressionnant parce que j'ai vraiment senti une forme d'aimant au moment où mes doigts se rapprochaient très fort. Et par contre, j'avoue que j'avais encore une partie de moi qui restait alerte. Ça doit être l'état de concentration dans lequel je suis actuellement. Mais merci beaucoup pour cette démonstration. Avec plaisir. Franchement, j'espère que ça aura donné envie à tout le monde de pouvoir tester, même si ça, évidemment, c'est une démonstration, c'est une première approche. Ensuite, vous l'avez évoqué dans vos différentes approches, justement, l'hypnose peut être utilisée de plein de manières. Donc voilà, c'est sur cette première expérience, pour ma part, que se termine ce numéro de Point Doc. Merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir. Et puis merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Et à très vite sur Pix Plus.